Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan, je sais pas si on peut appeler ça un bilan, mais en tout cas pour une revue de mes 10 lectures que j'ai préférées en 2023. Je n'ai pas sorti cette vidéo plus tôt puisque je n'ai pas eu le temps de la faire, mais en fait je pense que c'est des livres qu'on peut lire n'importe quand, il n'y a pas de date précise, d'ailleurs je devrais même pas l'appeler mon top 10 des lectures 2023 puisque c'est pas vraiment un top 10, c'est juste 10 lectures que j'ai aimées parmi toutes celles que j'ai lues en 2023. Donc j'espère que ça pourra vous inspirer, des lectures pour vous-même. Il n'y a pas vraiment de genre précis, même s'il y a un peu plus de cosy mystery que du reste, mais enfin c'est pas forcément ceux que j'ai sélectionnés. J'ai surtout sélectionné ceux qui m'ont marqué, ceux qui me restent en tête, et ceux qui m'ont vraiment plu, pour lesquels j'ai eu un plaisir immense à lire, ou qui m'ont amené des réflexions, ce genre de choses. C'est parti, allez, on y va. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un Agatha Raisin, puisque cette année, j'ai lu le premier Agatha Raisin qui n'était pas totalement écrit par MC Beaton, puisque vous savez que MC Beaton, c'est une vieille dame en fait, elle est décédée en 2019, elle avait 83 ans, elle avait travaillé à la fin de sa vie avec un écrivain pour l'aider à écrire ses livres, qui s'appelait R.W. Green, et donc le livre que j'ai lu de Agatha Raisin, c'est le tome 31, Au galop. C'est le premier où c'est vraiment dit que c'est lui qui l'a écrit avec le style d'elle un peu, hein. C'est un peu ça qui a été annoncé par la maison d'édition. Et donc j'étais assez curieuse de voir si l'esprit était encore là, si l'écriture me déstabilisait pas trop. À savoir que MC Beaton, elle a quand même une écriture particulière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui détestent lire les Agatha Raisin, et je peux comprendre, c'est particulier, c'est très familier, et on aime ou on n'aime pas. En l'occurrence, moi j'aimais bien, j'aimais beaucoup les aventures d'Agatha Raisin, et j'ai eu peur qu'en changeant du coup de personne, ça change un peu ce style-là. Et écoutez, moi je l'ai trouvé... ça m'a pas choqué. En fait ça m'a pas choqué, je trouvais que la lecture était très fluide. Je dirais que même des fois c'était presque mieux écrit que quand elle écrivait. Donc moi ça m'a pas du tout dérangée, et au contraire je suis contente de me dire que j'ai encore des tas d'Agatha Raisin devant moi. En tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à lire celui-là parce que je pense que je l'ai lu à un moment où ça allait pas trop, et du coup c'était comme retourner dans des pantoufles, vous voyez, j'ai retrouvé les Costrolls, j'ai retrouvé Agatha, j'ai retrouvé tous les personnages de son agence de détective, j'ai retrouvé les décors, etc. Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien. L'enquête en elle-même était sympa, je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver qui était le coupable. Et du coup j'étais assez satisfaite de la fin, mais sans que ça me mène en bateau. Du coup c'était une bonne lecture de 2023, je pense que... Je dis que j'en parle en premier, mais je dirais que je la mettrais en 10e de mes lectures 2023. J'en profite pour boire un petit cappuccino dans mon nouveau mug. Ensuite, en numéro 9, je mettrai Les Détectives du Yorkshire. Donc le tome que j'ai lu en 2023, c'était Avec le Diable, qui est le 8e tome, il me semble. Pour ceux qui n'ont pas lu la série, je suis désolée, mais moi du coup c'est une série... En fait c'est ma saga de cosy mystery préférée. Non pas qu'elle soit si cosy que ça finalement, mais je trouve qu'au niveau de l'enquête et des personnages, elle est vraiment géniale, elle se tient. En fait on a une intrigue qui court sur tous les tomes, donc une intrigue qui traite aux personnages principaux, notamment à Samson, donc qui est un des deux personnages principaux. Donc cette intrigue, si vous voulez, elle avance sur chaque tome, et en même temps on a une intrigue et plein de petites sous-intrigues par tome. Et du coup là vraiment on est arrivé au bout de la grosse intrigue des 8 tomes. Donc il y a à la fois une intrigue... Voilà, il y a des choses qui se passent, ils vont enquêter et tout dans le village dans ce tome 8, mais en même temps on va résoudre toute l'intrigue des 8 autres tomes liés à Samson, faut savoir qui est le traître, enfin etc. On va savoir plein de choses en fait, donc c'est vraiment, si vous voulez, la tension est à son comble quoi, voilà. Et du coup là on a vraiment eu le dénouement de tout ça. Moi je pensais que c'était le dernier tome, et ils en ont sorti un autre cette année, et figurez-vous que je suis en train de le lire. Voilà. Et du coup vraiment cette saga, en fait c'est dur à expliquer parce que je peux pas vous raconter l'intrigue du tome 8, sachant que vous n'avez pas lu les autres tomes avant. Mais si vraiment vous cherchez une saga de cosy mystery intéressante, et ben moi je vous conseille Les Détectives du Yorkshire. En plus les couvertures sont faites par Emily Sutton, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup. Je vous les mettrai, vous verrez, c'est super beau. Et je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo des cosy mystery que j'avais fait l'année dernière, à peu près cette période-là, où je vous présentais un petit peu tous les cosy mystery que j'aimais bien.
Et je voulais classer un petit peu par ordre de préférence, et donc bah, les détectives du Yorkshire étaient dans cette sélection. Donc voilà, si vous cherchez une saga de Cozy Mystery, je vous conseille vraiment celle-ci, elle est vraiment de qualité, les intrigues sont de qualité, et des personnages vraiment hyper attachants. On parle des petits vieux de Felsing Court, donc il y a une maison de retraite, on parle du chien de Delilah et Samson, on parle de la femme de ménage, enfin voilà, vraiment on a des personnages super attachants, que j'adore retrouver à chaque tome, et là en ce moment du coup je lis le suivant et c'est vraiment un bonheur, je pense qu'il sera dans ma sélection de l'année prochaine forcément. Ensuite j'ai entamé l'année en lisant 2 tomes de La Petite Maison dans la Prairie. Donc si vous voulez c'est une saga où moi je suis vierge de toute image de la série télé. J'ai jamais regardé la série télé. Je vois bien sûr la tête de Caroline, la tête de Laura, qui se casse la gueule dans le générique, Charles, puisque bah, ils font tellement partie de la culture populaire que je vois très bien qui c'est. Mais je ne savais pas du tout ce que racontait cette série. Par contre, j'étais très curieuse de découvrir les livres. Et du coup, j'ai commencé par le préquel, qui est La Petite Maison dans les Grands Bois. Et ensuite j'ai lu le tome 1 de La Petite Maison dans la Prairie. Et cette année je compte lire la suite, du coup au moins le 2 et le 3, je me dis 2 par an c'est pas mal parce qu'il y en a un sacré paquet aussi. Et donc La Petite Maison dans les Grands Bois, ça raconte l'histoire de Laura, puisqu'en fait Laura Ingalls Wilder, elle a vraiment existé, c'est une vraie personne. Et La Petite Maison dans la Prairie, en fait c'est les livres qui racontent son histoire, c'est sa biographie entre guillemets. Donc c'est vraiment arrivé ce qu'elle raconte, et elle raconte ses souvenirs d'enfance, quand ils vivaient comme des pionniers dans le Nouveau Monde, et ils étaient confrontés à construire leur habitat, à survivre, aux hivers où ils pouvaient se faire attaquer par des loups. Enfin, vous voyez, c'était une vie rude, une vie de l'époque, puisque ça se passe en 1800 et quelques. Et ce côté-là est vraiment très intéressant, et je trouve que c'est très reposant à lire, puisque c'est un peu la slow life, quoi, la slow life ultime, entre guillemets, hein. Parce qu'à l'époque, pour eux, c'était pas la slow life, pour eux, c'était la vraie vie, et elle était dangereuse, et c'était pas que du bonheur. Mais enfin, il y a beaucoup de joie dans ce livre, puisqu'il y a beaucoup de joie simple, de plaisir simple, de jeux simples, de vie simple. Et ça fait du bien, en fait, dans notre monde actuellement, de lire des choses comme ça. Il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de descriptions. Et derrière, du coup, donc au début, ils vivent justement à l'orée d'une forêt dans le Wisconsin, et après, ils partent à la prairie, la fameuse prairie qui sera leur habitat de La Petite Maison à la Prairie. Mais en fait, Laura, elle habitera pas que là, elle va avoir plein d'habitats tout au long de la saga, entre guillemets. Et donc c'est là où ils commencent à construire la maison que vous voyez dans la série. C'est là où ils commencent à se faire des amis, entre guillemets. C'est là aussi où ils sont confrontés pour la première fois aux Indiens, et qu'est-ce que ça leur fait, et comment ils les considèrent. Alors, c'est sûr que c'est le témoignage d'une époque, donc il faut pas condamner tout de suite ce livre, dans le sens où les Indiens, pour eux, c'est des sauvages, c'est pas forcément des personnes bien intentionnées, même s'ils arrivent à avoir des relations pacifiées avec eux, enfin en tout cas là où j'en suis. Mais c'est sûr qu'il y a des préjugés de toute une époque qu'elle charrie avec elle dans ce livre. Donc voilà, ne vous offusquez pas si je lis La Petite Maison dans la Prairie et que voilà, les Indiens sont décrits comme ci, comme ça. D'ailleurs, on n'appelle plus ça des Indiens. Je crois que c'est des Amérindiens, des natives, je sais plus. Enfin, je veux pas faire de bêtises et je veux choquer personne, donc ne m'attaquez pas s'il vous plaît. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai adoré cette lecture. Et donc là, je vais lire cette année le tome 2 et le tome 3. Et je sais que vous êtes beaucoup à me parler du tome 5, comme quoi c'est votre préféré, mais je n'en suis pas là. Mais en tout cas, ce qui est cool aussi, c'est qu'elles font de la couture, elles font du patchwork, enfin elles font des activités à l'époque féminine. Maintenant, je dirais que tout le monde peut faire ça. Mais c'est intéressant, voilà, de voir comment ils vivaient à cette époque-là, comment ils se divertissaient à cette époque-là, quelle joie ils trouvaient, quelles étaient leurs valeurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je vous le conseille. Bien sûr, cette vidéo n'existerait pas sans les Anne. Vous savez que c'est une de mes sagas préférées, donc de Lucy Maud Montgomery. Cette année, j'ai lu le tome, je sais plus le numéro, mais en gros, j'ai lu Anne et sa maison de rêve et Anne Diggleside, donc qui couvre de la période de sa vingtaine à sa quarantaine, où dans le premier tome, dans la maison de rêve, elle s'installe avec Gilbert,
sur la côte en fait, dans une ville portuaire, et elle va construire entre guillemets les bases de son couple, et elle va vivre loin de chez elle, mais du coup elle va développer d'autres amitiés, découvrir une autre vie, et franchement j'ai adoré ce tome. Je me suis vraiment attachée au personnage, j'ai adoré voir les réflexions de Anne, qu'elle avait sur la vie, sur ce qui lui arrivait, sur son entourage. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Et du coup, Anne Diggleside, donc qui se passe beaucoup plus tard, quand Anne est maman, j'ai bien aimé, mais moins, puisque j'ai du mal en fait à me détacher de Anne, et il y a des chapitres qui étaient dédiés à ses enfants. Certes, ses enfants ont hérité de son caractère, etc., mais pour moi c'est pas pareil quand c'est pas Anne. Et donc là, j'ai la suite, là j'ai déjà acheté la suite, La Vallée Arc-en-Ciel, et ensuite je crois que c'est Ria Maria, il me semble. Mais j'ai peur que ça me plaise moins. Du coup, je suis un petit peu déjà nostalgique en fait de tous ces Anne que j'ai adorés. Et je les ai filés à ma mère, elle adore aussi. Et du coup, j'ai très envie de découvrir aussi, la même maison d'édition a sorti un autre livre qu'avait fait Lucie Maud Montgomery, qui s'appelait Emily on the Moon, un truc comme ça. Enfin, je vous mettrai ici. Et c'est une autre héroïne, et apparemment c'est encore aussi bien que Anne, sans être Anne, hein, faut pas que ce soit une redite. Donc j'ai très envie de découvrir ça cette année, et surtout de finir le cycle des Anne, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille vivement, qui est une lecture qui m'a profondément marquée, à tel point que j'ai dédié la page d'avril, ou de mai, non, la page de mai, du calendrier à Anne. Vous verrez, si vous avez le calendrier, vous verrez. Ensuite, je voulais vous présenter 2 BD que j'ai adorées cette année. La première, c'est Partir, de Lillison. Donc Lillison, c'est une illustratrice de BD qui a décidé de faire Compostelle juste après le premier confinement. Et du coup, elle est partie avec son sac à dos et le strict nécessaire sur les chemins de Compostelle. Donc c'est à peu près 1200 km. Et elle raconte en fait toutes les étapes, tout le matériel qu'elle a emmené, mais genre elle avait prévu trop de trucs, après elle a tout viré parce qu'en fait tout ce qui ne servait pas, qu'elle pensait qu'il lui servirait, vous voyez. Enfin en fait elle raconte en fait toutes ces problématiques liées à ça, en partant du principe qu'elle n'est pas méga sportive de base, que comment elle va faire sans les réseaux sociaux, parce que c'est une illustratrice et que du coup c'est son lien avec les gens, mais qu'en même temps elle a besoin de déconnecter. Et elle raconte ce que lui a fait la déconnexion au début, elle raconte aussi toutes les personnes qu'elle va rencontrer, tous les gens qui font ça, pourquoi ils le font. Il y a un peu des typologies de personnes qui font Compostelle, et tout ça en fait c'est illustré de manière super drôle, super ludique. Et à la base, je l'avais acheté pour mon conjoint parce qu'il adore les récits de randonnée. Et en fait, je l'ai lu et je l'ai adoré, vraiment. C'est une de mes meilleures lectures de cette année en BD. Et je vous conseille vraiment cette BD, puisque bah, ça fait à la fois voyager, à la fois ça fait se poser des questions. Je pense que le thème du voyage, de la marche, moi j'adore aussi les récits comme ça, où on a les réflexions des personnes qui font ça sur ce que ça leur permet de découvrir sur eux, ou sur la vie, ou le recul que ça leur permet de prendre, en se disant bah, qu'un jour nous aussi on sautera peut-être le pas, et qu'on fera peut-être une excursion comme ça, où on se coupe du monde pendant 2 mois, pour se poser des questions sur qui suis-je, où vais-je, quoi. Et la deuxième BD que j'ai adorée cette année, c'était Par la force des arbres. Donc je vous en avais déjà parlé dans les vlogs de celle-ci. C'est une BD en fait qui raconte l'histoire d'un agriculteur enfin de quelqu'un qui travaille dans la terre en tout cas, qui fait une dépression et qui du coup décide donc il sait plus qui il est, hein, décide de faire un ermitage, mais un semi-ermitage, c'est-à-dire qu'il construit une cabane dans les arbres, dans un endroit qu'il aime bien, un endroit qu'il connaît, et il décide d'y vivre en fait pendant plusieurs mois. Mais quand je dis un semi-ermitage, c'est que le week-end sa famille vient le voir, ses filles et sa femme. Et bah on va en fait il va se redécouvrir lui à travers ça, et nous on va découvrir aussi tout ce que lui fait entre guillemets cette pause dans la vie, cette cure de nature, le fait d'être sur la cime des arbres comme ça, il va pouvoir il va être au cœur des éléments, au cœur du changement des saisons, et donc tout ça il va l'observer, il va nous le raconter, et c'est vraiment hyper intéressant, hyper touchant. Ça fait se poser beaucoup de questions sur le monde dans lequel on vit, sur le réchauffement climatique, sur la frénésie du monde qui s'accélère, et que justement là c'est vraiment le contre-pied, c'est le besoin de lenteur, comment lui il l'a exprimé, comment nous on pourrait l'exprimer. Et c'est une BD très très touchante, très très belle. Donc je vous la conseille, surtout que les illustrations sont aussi très lumineuses, ça fait du bien. En fait ça se fait une dose de nature de lire cette BD.
Ensuite, on va passer à 2 lectures un petit peu documents, ce qu'on appelle des documents ou des essais, que j'ai lus cette année et qui m'ont beaucoup marqué à titre personnel, dans mes réflexions personnelles, de mon rapport à moi, mon corps en tant que femme. Le premier livre que j'ai lu dans cette lignée-là, c'est Beauté fatale de Mona Chollet. Donc Mona Chollet, c'est une journaliste du Monde diplomatique, donc c'est une revue qui appartient au Monde, et qui fait des essais assez percutants. Elle avait écrit Sorcière, il y a quelques années, qui avait fait le buzz. J'avais bien aimé Sorcière, mais je trouve que Beauté fatale touche vraiment le cœur du sujet lié aux femmes, c'est-à-dire le rapport à la beauté. Et le rapport à la beauté même, elle le décortique en fait, si vous voulez, comme un sujet de société. Et elle analyse en fait comment notre rapport à la beauté a évolué et évolue toujours via la sphère, via l'influence en fait énorme de l'industrie de la beauté. Donc toutes les marques de cosmétiques, les marques de luxe, etc., de vêtements, et de tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire les blogs, les médias, la pub, enfin tout ce qui va après véhiculer des images et des stéréotypes de la femme qui sont pour la plupart inatteignables, mais qui continuent d'être véhiculés par tous ces médiums pour ensuite nous faire prendre conscience inconsciemment qu'en gros, si on n'est pas belle, on réussira rien dans la vie. Je mets des grosses guillemets, je fais un énorme résumé. C'est pas du tout ça qui est dit dans la finesse, mais en gros, moi, ça m'a fait vraiment me demander comment je me vois. En fait, ça m'a fait vraiment, comment dire, au début, ça m'a fait un coup de poing dans la tête, ce livre. Parce que je me suis dit, mon Dieu, mais j'aurais dû le lire à 20 ans. Bon, il n'existait pas quand j'avais 20 ans. Mais j'aurais vraiment dû le lire à 20 ans parce que je pense que j'aurais eu une démarche liée à ma beauté différente. Que maintenant, je suis totalement ouverte aux idées qui propagent et je suis assez d'accord avec les idées qui propagent, mais c'est vrai qu'à la vingtaine, je pense que j'avais pas l'esprit critique de me poser toutes ces questions-là et j'aurais abordé les choses différentes. Je pense que du coup ça m'aurait enlevé une grosse pression qui est que les stéréotypes véhiculés, ce que ça va avoir comme incidence sur notre vie, etc., ça aurait pas eu autant d'incidence que ça en a eu si je l'avais lu à cet âge-là. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, on veut ressembler à tel mannequin, on veut les cheveux de elle, on veut les cheveux comme ci, comme ça, on veut la peau comme ci, comme ça, et du coup on va acheter un peu toutes les solutions miracles pour avoir ça, on va croire les magazines qui nous disent que telle star a de la cellulite et que c'est mal, et que ci et que ça, et en fait tout ça, ça entretient une espèce de haine de notre corps au naturel, qui en soi n'a pas besoin, normalement, d'être sublimé par toute cette industrie, par les cosmétiques, par les produits, etc. Et que pourquoi ces médias, pourquoi toute cette industrie continue de prospérer, c'est parce que tous ces messages continuent à être balancés dans les séries, continuent à être balancés dans les pubs, dans les magazines, etc., sur les réseaux sociaux encore plus, qui font qu'en fait on a envie de ressembler à ces stéréotypes et de ne pas, du coup on n'accepte pas ce qu'on est vraiment, on n'accepte pas notre beauté comme elle est au naturel, et ça fait prospérer en fait toutes ces marques et toute cette industrie. Et quand je vois effectivement à quel point la chirurgie esthétique est devenue la norme pour beaucoup de jeunes, c'est vrai que je vois des fois, l'autre fois j'ai fait une soirée chez mon petit cousin, il y avait toutes ses copines, etc. Il y en avait beaucoup qui avaient des faux cils de manière permanente, on aurait dit des petites Kardashian en fait, toutes ces filles. Et je me suis dit, waouh, si c'est ça les modèles qu'elles doivent suivre. Alors nous c'était plutôt, je pense, les mannequins, un peu les Cindy Crawford, les Claudia Schiffer et tout, qui avaient des beautés entre guillemets saines, mais en fait elles étaient pas du tout saines au niveau de leur corps. C'est-à-dire que là dans ce livre, elle décortique aussi tout ce truc de les modèles qu'on met en exergue comme ça. En fait, quelle est la réalité derrière? Et la réalité derrière, c'est qu'elles donnent des interviews, ces filles-là, maintenant, en disant qu'à l'époque, elles se privaient totalement, qu'elles n'avaient pas du tout de plaisir dans la vie, parce que elles bouffaient à peine pour pouvoir rentrer dans ces toutes petites tailles de vêtements, etc. Enfin, voilà. Donc en fait, ça va déconstruire, si vous voulez, tous les diktats, tout comment ces diktats se sont mis en place dans la société, et qui c'est qui continue de les faire perdurer, et c'est beaucoup les femmes qui continuent de les faire perdurer, d'ailleurs. Et nos mères, de la façon dont elles nous parlaient, de comment on devait prendre soin de nous quand on était enfant, ou quand on était jeune fille, ou de qu'on ne devait pas grossir, qu'on ne devait pas ci, qu'on ne devait pas ça. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est faire perdurer les dictates. J'ai l'impression de super mal expliquer le propos, mais en tout cas, ce livre m'a quand même fait une bonne claque,
et m'a un peu remis les idées en place là-dessus. Et maintenant, c'est vrai que quand j'ai une envie liée à la beauté ou à un complexe qui vient, je me pose la question de me dire, est-ce que ce complexe je l'ai parce que la société fait que je complexe de ça, parce que c'est pas quelque chose qui est accepté entre guillemets par la société, ou est-ce que je l'ai parce que vraiment moi ça me fait du mal, mais est-ce que moi ça me fait du mal parce que inconsciemment j'ai intégré ce truc là depuis l'enfance, enfin vous voyez. Voilà, après je dis pas que je vais plus jamais m'épiler, plus jamais me maquiller ni rien, mais c'est vrai que maintenant je me pose la question à 2 fois de savoir pourquoi je le fais, et si vraiment ça me fait plaisir ou pas, profondément, ou si c'est pour assouvir un diktat inconscient que la société m'a mis en tête, enfin vous voyez. Voilà, ça m'a ouvert un peu les écoutilles, et j'ai adoré ce livre, franchement je le conseille à toutes les filles, à toutes les femmes, à n'importe quel âge, je pense que ça ne peut que ouvrir l'esprit critique sur la société. Le livre suivant dont je voulais vous parler, c'est D'images et d'eau fraîche, encore une fois de Mona Chollet, qui est un essai sur notre rapport aux images et l'évolution de notre rapport aux images de notre enfance à maintenant, de comment elles nous ont construites, comment certaines nous ont accompagnées, mais en relisant mes notes que j'avais prises sur ce livre, parce que j'avais pris des notes sur ce livre, et je l'avais lu vraiment pendant les vacances de Noël l'année dernière, donc c'est vraiment le premier livre que j'ai lu de l'année, et ben je sais qu'il m'a marqué, mais je saurais plus aussi bien le décrire que ce que je l'avais fait dans ma vidéo à l'époque, et du coup je vais vous remettre cet extrait parce que je pense qu'il sera un bien meilleur résumé que ce que moi je vous en fais là. Donc je vous remets cet extrait. En fait, elle questionne notre rapport à l'image, puisqu'elle, en fait, elle se dit collectionneuse d'images, et du coup ça m'a passionnée ce sujet, et ça m'a donné envie d'explorer moi-même un peu le thème, vous voyez. Et du coup, j'ai noté plein de citations intéressantes là-dessus. Donc elle dit une phrase, Mona Chollet. Elle dit les images qu'elle trouve merveilleuses. Elle dit « Je m'efforce de vite les épingler sur Pinterest et de les partager sur d'autres réseaux sociaux avec l'espoir que leur splendeur éclate aux yeux de mes abonnés et qu'elles les sortent comme moi-même un instant des vicissitudes de l'actualité, pandémie, guerre, réchauffement climatique, etc., etc. Telle est la candeur de mon irrépressible pulsion de partage qui me transforme en rabatteuse zélée des cerveaux machiavéliques de la Silicon Valley. » Et en fait, ça pose vraiment la question de pourquoi on partage des images sur les réseaux sociaux. Et moi-même, des fois, je vous partage des images de d'autres artistes, ou vous partagez les miennes, mes peintures ou des photos. Et en fait, qu'est-ce qu'on espère à travers ça, quoi. Et elle questionne un peu ce sujet-là, où en fait, à la fois, on partage parce que nous, on a été émus ou touchés par cette image, et donc on veut que d'autres le soient aussi. Mais elle dit qu'on espère aussi, et c'est vrai, hein, que ça va un peu dire des choses sur nous, sur notre personnalité, etc. Et que vous allez interpréter ça comme une partie de notre monde intérieur, quoi. C'est-à-dire que, comme quand on était ado, vous voyez, on mettait sur les murs de nos chambres nos idoles, les parfums qu'on aimait, les pubs de parfums, les trucs comme ça, parce qu'on espérait, quand les gens venaient chez nous, nos amis venaient chez nous, que c'était les constituantes de notre personnalité, et qu'on allait paraître aussi cool que la star qu'on avait mis, si on avait mis une star cool, qu'on allait être aussi cool. Voilà, c'est un peu quelque chose finalement qui va ancrer chez les autres une partie de nous, et de notre personnalité, par ce choix d'image, quoi. Alors, franchement, j'ai trouvé ça super marquant. Elle appelle ça une monnaie sociale, Mona Chollet. C'est un peu ça. Elle a une autre citation aussi que j'aime bien. Elle dit « Dans ma bibliothèque, j'aime ranger côte à côte des livres dont j'estime qu'ils ont des choses à se dire. C'est aussi l'intérieur de mon cerveau que je range. Ce sont des connexions neuronales que j'espère favoriser. Il me semble travailler à augmenter ma clarté mentale, en faire le miroir magique qui me montrera le chemin, qui m'indiquera vers quel sujet je dois me diriger maintenant. » Et ça, moi, je le fais pas mal. Par exemple, quand je prépare un livre, j'achète beaucoup de livres sur... par exemple, là, vous voyez, je commence déjà à acheter des livres en prévision du livre de l'été. Et donc, j'achète des livres sur
les thèmes que je vais aborder dans le livre de l'été pour les creuser. Par exemple, je sais pas, je vais acheter un livre sur les recettes provençales, un autre sur les motifs provençaux, un autre sur la randonnée, parce qu'en été on fait de la randonnée, un autre sur les étoiles, etc. Et en fait, je les réunis dans une bibliothèque. Au moment où je vais me mettre plus ou moins au livre, je les feuillette un petit peu. Puis paf, je les relaisse ensemble. Et en fait, je laisse les choses s'infuser après dans ma tête pour ensuite produire quelque chose de nouveau. Mais en fait, j'ai foi au processus qui va se matérialiser dans ma tête. Je sais pas comment vous dire, c'est un peu quelque chose de magique, quoi. C'est-à-dire, je mets les ingrédients, paf, 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 c'est-à-dire plein d'idées. Et après, j'attends que ça infuse. Et paf, un jour, j'ai une idée nouvelle qui sort. Et voilà, ça peut faire ça aussi. Je sais pas si vous faites des tableaux Pinterest sur des thèmes pour vous inspirer, et ben au bout d'un moment, vous attendez que tout ça infuse et sorte quelque chose de nouveau, quoi. Donc ça m'a fait penser à ça. Et du coup, elle dit, j'ai renoué avec l'art de la collection que je n'avais plus pratiqué depuis les albums Panini de mon enfance. Quel bonheur, ces albums Panini. Elle dit aussi, mon amour-propre a résisté plusieurs semaines avant de me laisser créer un tableau chat comme j'en mourais d'envie. Heureusement, elle a créé un tableau secret. C'est vrai que des fois, comment dire, Pinterest quand même, c'est cool qu'il y ait ce truc de tableau secret et de tableau public, parce que du coup, il y a des choses qu'on n'assume pas finalement publiquement, et c'est bien qu'on ait les tableaux secrets pour quand même assouvir cette passion secrète, mais de manière privée. Moi, je sais pas ce que j'ai comme tableau secret. Bah si, je crois que j'ai un tableau coupe de cheveux, ou vous voyez, tenue d'hiver que j'aime bien, ou les trucs comme ça. Ça, je me vois pas du tout le mettre en public sur mon compte Pinterest, mais c'est des trucs que j'aime bien avoir en privé, parce qu'au final, quand je vais chez le coiffeur, je suis bien contente de retrouver mon tableau Pinterest. Elle a une autre citation que j'aime beaucoup, qui m'a fait vachement réfléchir, c'est... en fait, quand elle a découvert... donc c'était une collectionneuse d'images avant qu'il y ait Internet, et quand Internet est arrivé, d'un seul coup, des millions d'images sont arrivées aussi, quoi. Et du coup, elle a dit, je ne savais pas si je devais bénir cette profusion insensée, ou au contraire regretter le temps où les amateurs d'images subissaient un rationnement relatif, et où ils devaient se contenter d'écumer les boutiques des musées, de parcourir les tourniquets de cartes postales des librairies, de découper les magazines, de collecter les dépliants et les prospectus. Et ça m'a carrément rappelé, moi, toute mon enfance, où en fait, moi j'étais une découpeuse de magazines, hein, clairement. Je découpais tous les magazines qu'il y avait dans la maison, dès qu'ils avaient été lus, chez mes grands-parents, chez mes tantes, etc. Dès que les gens avaient fini de lire les magazines, je les récupérais, et paf, je découpais toutes les images qui me plaisaient dedans, de tous les sujets, et je les classais dans des boîtes, et ensuite j'en faisais des cahiers. J'imagine que vous êtes plein à avoir aussi découpé dans les magazines, créé des choses, des collages, etc. Ça nous faisait du bien de faire ça, c'était une activité qui était saine, et c'est vrai qu'avant Pinterest, c'était comme ça qu'on créait, quoi. C'était dans les magazines. Il n'y avait pas la profusion d'images qu'il y a maintenant, parce que maintenant, il y en a trop. Et du coup, on ne sait plus où donner de la tête, alors qu'à l'époque, on était plutôt limité, et c'était plutôt une quête éperdue de nouvelles images pour se nourrir. Et c'est pour ça que moi, j'allais dans toute ma famille récupérer tous les magazines, etc., pour en avoir plus, pour en avoir plein. Voilà, du coup, pour finir sur ce livre, moi, je l'ai beaucoup aimé, en tout cas. J'ai souligné beaucoup de passages qui m'ont pas mal interpellée, qui m'ont fait réfléchir à mon propre rapport aux images, à mon propre rapport aussi aux réseaux sociaux, à Instagram, à Pinterest. Et je pense que je me suis pas mal reconnue dans la personnalité de Mona Chollet, que j'aime beaucoup, et qui franchement, de livre en livre, c'est comme si à chaque fois elle devançait mes envies d'exploration de thèmes. Puisque du coup, c'était un thème qui m'intéressait, elle l'a exploré. Le féminisme, elle l'a exploré dans d'autres livres. Le chez-soi, elle l'avait exploré du coup dans l'Odyssée domestique.
Enfin voilà, du coup j'avais envie de vous faire un petit retour à chaud sur tout ça, et du coup de vous montrer tout ce que ça m'a évoqué aussi dans mon enfance. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est le livre sur Thomas Pesquet, c'est sa biographie, je crois que c'est Ma vie sans gravité, il s'appelle, que j'ai lu ces vacances de Noël là, donc en 2023, et que j'ai adoré. Vraiment, un bonheur pas possible. Alors déjà, je suis très très fan de Thomas Pesquet, et j'avais adoré la BD de Marion Montaigne, Dans la peau de Thomas Pesquet, qui est déjà géniale, qui explique tout le parcours d'astronaute, etc. Et du coup, c'est mes beaux-fils qui m'ont offert la biographie là, de Thomas Pesquet, et je me disais, mais est-ce que je vais apprendre quelque chose de plus? Parce que franchement, à chaque fois qu'il y a un reportage sur lui, à chaque fois qu'il y a une vidéo YouTube interview sur lui, je la regarde. Je me suis dit, mais je vais rien apprendre de plus. Et en fait, si. En fait, il nous raconte vraiment sa vie à lui, sa vie d'homme, quel petit garçon il était déjà, quel ado il était, quel étudiant il était, quel élève il était, et que sa vocation d'astronaute, en fait, elle n'est pas venue petit. Petit comme tout le monde, il a dit un jour je serai astronaute, mais c'était pas ce qui a guidé ses pas dans son orientation professionnelle, par exemple, au début de sa vie scolaire, quand il était au lycée, il se disait pas je vais devenir astronaute. Non, c'était un ado comme tout le monde, certes très bon élève, mais justement on découvre quel type d'ado il était, quoi, vous voyez, et il n'était pas différent des copains que j'avais à l'époque. C'est-à-dire que il était bon élève, mais il s'intégrait bien, il était un peu pitre et tout ça, donc il n'était pas en mode rejeté par les autres, il s'intégrait bien à tout le monde, donc il avait déjà quand même ce caractère un peu qui faisait l'unanimité. Après le bac, donc il est parti faire, je crois, une prépa ou un truc comme ça. Il jouait du saxo, et du coup ils ont créé un groupe de musique, il allait jouer dans les soirées étudiantes, etc. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'on se fait de Thomas Pesquet. Et du coup, ça raconte ces petits bouts d'humanité. Ça raconte aussi, que, par exemple, que sa compagne actuelle, sa femme, il l'avait rencontrée au lycée, ils sont sortis ensemble un certain temps, après ils se sont séparés pendant les études, ils se sont remis ensemble plus tard, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Et il se trouve que maintenant, lui, il est devenu astronaute, et elle travaille pour les Nations Unies, il me semble. Donc incroyable la destinée qu'ils ont eue tous les deux pour finalement se retrouver. Mais c'était pas du tout écrit ça non plus, ça a été toute une somme de hasards et de choses, de bonnes conjectures. Et surtout ça montre tout le processus pour devenir astronaute, mais vraiment de l'intérieur, sur à quel point il faut être motivé pour faire ce métier-là, parce que rien que le processus de recrutement, il dure des plombes. Ça montre aussi toute sa formation quand il a été pilote d'Air France, ça montre aussi tout le rapport de ses proches, tous ses choix de vie qu'il a fait, et notamment le choix de devenir astronaute, ça a été le choix le plus compliqué pour ses proches, puisque finalement il risque sa vie à chaque fois, et sa compagne elle le vit pas super bien, et donc il nous raconte aussi tout ça. Il raconte aussi tout le fonctionnement des agences spatiales, donc l'ENA, l'agence spatiale européenne, Roscosmos, la cité des étoiles russe, et la NASA. Et du coup, il va sur ces 3 endroits régulièrement, parce qu'en fait, il doit s'entraîner avec tous les astronautes du monde, de tous ceux qui ont un programme spatial, en fait. Donc il va aussi en Chine apprendre le chinois, il va en Russie apprendre le russe, il va voir aussi les procédures de chaque pays, parce que par exemple, sur la station spatiale, et en fait, chaque module de chaque pays, si vous voulez, c'est plusieurs modules de pays assemblés, et le mode d'emploi de chaque truc, il est dans la langue d'origine, donc il faut qu'ils connaissent toutes les langues, il faut qu'ils apprennent à coopérer entre eux, etc. Après, bien sûr, il raconte ses missions dans l'espace, hyper intéressant ça aussi. Et on voit aussi les rapports, comment dire, on a l'impression qu'ils sont sans émotion comme ça quand on les voit à la télé, quand on les voit dans les reportages, mais là je trouve qu'on se rend beaucoup plus compte des humains qu'il y a derrière, des relations qu'ils ont entre eux là-bas, de ce qu'on peut ressentir quand on vit quelque chose d'aussi extraordinaire que ça, et de ce qu'on peut ressentir aussi après qu'on ait vécu de quelque chose aussi extraordinaire que ça, c'est-à-dire que le plus grand rêve d'un astronaute, c'est d'aller dans l'espace. Une fois qu'on l'a accompli, il se passe quoi? Est-ce qu'on peut reprendre une vie normale après ça? Est-ce que... Enfin, vous voyez, ça pose des questions psychologiques aussi, ça montre aussi les états d'âme qu'on peut avoir dans une vie comme ça, et ça montre aussi quelle vie extraordinaire c'est. Mais enfin, j'ai trouvé ça génial, hyper intéressant. Si vous aimez l'espace, si vous aimez tout ce type de sujet, et si vous aimez Thomas Pesquet,
Vous allez adorer cette lecture, vraiment, je me suis régalée, je l'ai lu d'une traite. J'ai tellement aimé me replonger là-dedans que derrière on a enchaîné avec une série sur Apple qui s'appelle All for Mankind, qui raconte une histoire de conquête spatiale aussi de l'Amérique, mais pas que. Et génial, vraiment une série extraordinaire sur l'espace. Donc voilà, si vous aimez ce sujet, qui n'est pas du tout fait pour les claustrophobes comme moi, mais écoutez, du coup en fiction j'adore, et ben je vous la conseille. Voilà, écoutez, c'était une vidéo assez courte, mais j'avais envie de vous donner quand même de vous réunir un peu toutes ces lectures de l'année qui m'ont marqué, parce que bah, moi j'adore les vidéos comme ça, parce que je trouve que ça donne des idées de lecture, de choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ou voilà, des idées qu'on n'aurait pas eues. Donc je suis ravie moi de vous transmettre ces idées-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer pour la prochaine fois de vous faire un vlog. J'aimerais bien reprendre les vlogs, mais j'avoue que là, en janvier, j'ai eu tellement de choses à gérer, d'états d'âme un peu en haut en bas, que j'ai pas pris le temps de filmer des vlogs, mais là en février, j'aimerais bien essayer. Donc on y croit. Bon, en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et un très bon week-end. Bye bye.